ceux qui n'ont pas assisté au précédent webinaire, je suis Gilbert Canameras, le président du Club Franco-Risque. Le Club Franco-Risque, c'est l'espace francophone du risk management, c'est-à-dire que c'est une association dédiée au risk management qui a comme objectif de promouvoir le risk management et les métiers du risque dans le monde francophone. Alors, nous avons déjà organisé un webinaire le 26 novembre dernier sur la question des renouvellements des programmes d'assurance à l'heure de la crise sanitaire en Afrique. Ce séminaire a suscité un très grand intérêt avec de très nombreux participants. Nous étions plus de 70 en continu pendant toute la durée du webinaire. Et les échanges entre les intervenants ont fait ressortir plusieurs choses, notamment une attente très forte des risk managers sur l'état du marché et a mis en lumière en fait le décalage qu'il y avait entre leur appréciation de la situation et celle présentée par les assureurs et les réassureurs. Et puis le rôle du courtier qui, lui, démontrait comment il pouvait conseiller au mieux ses clients dans tous les domaines du risque. Nombreux ont été les sujets abordés, notamment le sujet des pertes d'exploitation sans dommage, et bien sûr la question importante de l'augmentation des primes forte en cette fin d'année. Dans ce contexte d'ailleurs où les programmes internationaux apparaissent de plus en plus fermés aux risques exceptionnels, la question a été posée aussi de savoir comment gérer la transition entre les polices anciennes et les polices nouvelles. Et surtout, quelle était l'attitude des assureurs africains par rapport aux assureurs du marché européen. Alors, tous ces débats ont suscité et ont amené les participants à poser de nombreuses questions auxquelles malheureusement il n'était pas possible de répondre immédiatement compte tenu de la durée imposée du webinaire. C'est la raison pour laquelle, avec les intervenants, les mêmes intervenants, nous avons décidé de poursuivre cette discussion au cours de ce nouveau webinaire. Et je dois préciser d'ailleurs que nous ferons un troisième webinaire dans le courant du mois de janvier pour aborder également l'autre thème qui avait été effleuré le 26 novembre, qui est celui des nouvelles règles applicables en termes au marché de la réassurance, en termes de réassurance et d'augmentation de capital pour les compagnies d'assurance de l'Afrique de l'Ouest, règles qui sont imposées par le régulateur CIMA. Bien évidemment, nous vous annoncerons précisément la date de ce prochain webinaire dans les jours qui viennent, ce webinaire qui devrait avoir lieu, comme je l'ai dit, courant du mois de janvier. Mais pour l'heure, je vais passer la parole au modérateur de cette séance, notre ami Marc de Pomeraux, juste après avoir rapidement rappelé le nom et le titre des invités de cette table ronde. Alors tout d'abord, Madame Lydia Belhadj, qui est Legal Counsel de Air Logistic Group, et puis par ordre alphabétique, Monsieur Serge Azebadeh, qui est directeur général d'Activa Europe et CEO du réseau Globus. Ensuite, Monsieur Laurent Gisardin, qui est directeur des affaires internationales et du développement chez Ascoma. Et enfin, Monsieur Étienne Devarac, directeur et membre du comité exécutif de HDI Global SE France. Marc, je te laisse la parole. Merci Gilbert. Je suis heureux d'animer ce deuxième webinaire. Ma qualité de secrétaire général du Club Franco-Risque, je voudrais rappeler que l'objectif du club est de rapprocher les acteurs de la gestion des risques. Et c'est pour ça qu'on a eu le sentiment qu'il était nécessaire de faire apparaître plus que jamais le besoin de partager entre les différents acteurs les préoccupations des uns et des autres. Pour faire face à cette situation difficile de la crise sanitaire et pour gérer correctement le renouvellement en période de durcissement des marchés, il est nécessaire de comprendre de façon précise et non ambiguë ce que les assureurs entendent exclure et couvrir. La question est aujourd'hui d'autant plus importante pour l'Afrique francophone que les marchés de l'assurance y évoluent fortement. Entre la réglementation des pays du Maghreb, celle de la zone CIMA, entre les programmes internationaux et les programmes panafricains ou purement locaux, les risk managers que je représente et que Lydia Belhadj va représenter également, ont réellement, on vit, besoin de travailler avec les assureurs dans un esprit de partenariat. Pour ça, l'intérêt de ce second séminaire est de clarifier les points et de répondre aux questions qui peuvent se poser aux risk managers
C'est pourquoi nous avons ce panel aujourd'hui d'assureurs, courtiers, risk managers pour aborder cette question. Donc, je pense qu'il est important d'avoir en premier la position du risk manager. C'est pourquoi je poserai la question à Lydia. Comment, lors du premier séminaire, vous avez exprimé le besoin de voir les risques, la réalité des risques de votre entreprise adaptés aux nouveaux risques et à la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Donc, dans votre approche de la maîtrise des risques, que suscite pour vous, Lydia, les positions prises par les assureurs sur les exclusions ces derniers temps? Bonjour à tous. Merci de me permettre de me à travers ce webinaire et merci à tous. Donc oui, lors du premier webinaire, j'ai exprimé vraiment, si vous voulez, la nécessité qu'on puisse rentrer dans le concret. La technique assurantielle, elle tend au fil des années à se développer au fil des événements, des catastrophes, quelle que soit l'origine, naturelle ou non. Et aujourd'hui, la situation sanitaire de la crise Covid n'échappe pas à la règle et invite tous les intervenants, que ce soit les assureurs, réassureurs, courtiers et sociétés assurées, de mettre en place les outils adaptés. Et on attend aussi, comme ont toujours fait les assureurs, d'une adaptabilité dans cette appréhension de ces nouveaux risques. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en plein dans la crise qui nous a tous surpris, qui n'était pas, prévisible. On pouvait, dans les premiers mois, en qualité de risk manager avec la casquette juridique, sur les premiers effets, se prémunir sur certains contrats, exécution de contrats. Nous, notre groupe RA Logistique, on est des sociétés opérationnelles en indiquant c'est un cas majeur. Voilà. Aujourd'hui, cette crise sanitaire Covid, on vit avec depuis près d'1 an. Elle va être là encore en 2021. Sur une grosse partie de l'année, d'après tous les grands scientifiques, même si les vaccins arrivent, et ça nous prépare à des nouvelles questions et des nouvelles questions qui touchent toutes les entreprises. Et maintenant, d'un point de vue mondial, on avait des crises sanitaires isolées, on avait Ebola qui a touché l'Afrique et Serge a dû avoir des dossiers sur des pertes d'exploitation, notamment à cause de Ebola. Moi, j'ai eu des dossiers aussi où on avait des navires qui étaient bloqués et on ne pouvait pas appareiller avec voilà, tout ce qui ça implique derrière, les surestaries, les soucis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un cas isolé, c'est réel, ça touche tous les secteurs d'activité. Et nous, le transport, d'autant plus, même si on peut aujourd'hui l'anticiper. Aujourd'hui, notre réel souci, c'est que la réponse des assureurs par rapport à ça, c'est qu'on a l'impression qu'on doit s'organiser, on doit créer un produit, on est mis en cause, entre guillemets, par les autorités publiques. On voit la position du ministre de l'économie en France qui les appelle face à leurs responsabilités. Et je pense que ce n'est pas une démarche des uns contre les autres, mais c'est plutôt une réflexion uniforme qu'on doit avoir avec l'ensemble des partenaires par rapport à des cas précis. Il n'y a pas que le problème de la perte d'exploitation, il y a tous les conséquences, j'appellerais les dommages immatériels consécutifs, quand vous avez des retards où vous n'arrivez pas à livrer votre marchandise, quand vous avez du périssable par exemple, que vous avez une fin de non-recevoir les autorités pour pouvoir aller livrer, une frontière qui est fermée. Et aujourd'hui, ma question, elle était vraiment dans l'approche de la maîtrise des risques. Je vois à travers mes renouvellements cette année, on fait comme si rien n'était, on nous donne une liste d'exclusions, mais on ne nous donne pas de solution et on a l'impression que nous, on a dû s'adapter en amont dans la rédaction de nos contrats, dans la création des cotations qui sont faites par nos équipes opérationnelles. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période charnière. On est encore à la fin de l'année, on a encore des contrats qui sont… Et on a pris plus le temps, on est en retard même sur nos renouvellements.
parce qu'on regarde à la loupe toutes ces questions-là. Et voilà, aujourd'hui, on attend vraiment, on a, à travers aujourd'hui cette réunion, on a pas mal de professionnels qui pourront nous dire comment eux appréhendent avec la casquette assureur, réassureur et courtier, et quels conseils ils peuvent nous donner, nous, risk managers, dans le cadre de nos renouvellements, et les pistes. Parce qu'aujourd'hui, la solution, telle qu'on la ressent, c'est en gros pas de perte d'exploitation si ce n'est pas rattaché à une police dommage. Et même ça, avec les renouvellements, les assureurs ont soit résilié certaines polices, soit doublé les exclusions applicables à ces polices-là. Donc voilà, c'était un peu mes préoccupations. Merci Lydia. On comprend bien le besoin de clarification, ce souci que vous avez d'être en mesure de faire face à ces nouvelles réalités. Alors, pour répondre à cette question, à ces questions du risk manager, la première personne que l'on va interroger, c'est l'assureur HDI, Étienne Devarax, qui est à la fois assureur international, réassureur et éminent juriste. Alors, j'ai envie de lui poser la question directement, de savoir que cette problématique que l'on a vue apparaître avec la crise sanitaire du Covid sur les exclusions, et en particulier sur l'exclusion des pertes d'exploitation sans dommage, c'est vraiment le sujet qui a créé le flou chez beaucoup d'assurés et de risk managers que nous sommes, flou dans la mesure où on ne sait plus très bien, comme le disait Lydia, ce que sont ces exclusions et qu'est-ce qu'il faut faire en face de ça. Donc, merci Étienne. Dans un premier temps, d'essayer de faire le point sur cette question des pertes d'exploitation et en particulier des pertes d'exploitation dommages, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert, tout ça pour arriver à répondre à la question directe, qu'est-ce que les assureurs veulent ou peuvent assurer, puisque Lydia a posé la question de savoir si les assureurs voulaient assurer et si effectivement il n'y a pas en ce moment avec les pouvoirs publics un certain nombre de négociations qui permettront de clarifier cette situation. Donc, si tu permets, Marc, je voudrais rajouter un mot parce que par rapport à ce que disait Lydia, et justement sur cette question du Covid, c'est vrai qu'avant le Covid, c'était nouveau, et c'était un peu une force majeure, etc. Aujourd'hui, c'est presque un risque, ça pourrait presque se banaliser, je dirais, un risque qui existe comme d'autres risques, et pourquoi les assureurs l'excluent finalement. C'est aussi cette question. Étienne. Donc on va donner la parole à Étienne et ensuite Serge prendra la position des assureurs africains sur le territoire africain et puis enfin Laurent fera le rôle du courtier qui permet de comprendre un peu et de faire le lien. Étienne. Merci à chacun d'entre vous. Bonjour à tous. Sur ce point-là, effectivement, je pense que c'est intéressant simplement de partir du point de vue que nous avons depuis la France avec une grosse présence en Afrique. Et en fait, Lydia faisait allusion à la position du ministère français de l'économie et des finances que l'on attend toujours de façon plus précise pour le mois de janvier. Et je vais y revenir et je vais essayer de baliser peut-être un petit peu le terrain, comme on le voit nous aujourd'hui, avec, par rapport à ce que Marc a dit aussi, quelques pistes d'ouverture pour l'avenir, sachant qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que le coronavirus n'aura pas disparu l'année prochaine. En tout cas, c'est très vraisemblable. Et la deuxième chose, c'est de dire qu'à compter de ça, précisément, l'environnement reste très incertain, notamment sur le plan juridique. Alors, la première chose que je dirais peut-être, c'est que si je le vois du côté français à l'heure actuelle, on a évidemment une situation qui a été regardée par le régulateur, parce que le régulateur a posé tout de suite des questions, et le régulateur travaille évidemment avec le ministère des Finances aussi. Et vous avez fait allusion tout à l'heure, Lydia, en fait, à la position du ministère des Finances. C'est vrai que d'un côté, il y a une forte pression du ministère des Finances, et je suppose que ça existe aussi en Afrique, dans un certain nombre de pays, pour dire vous, en tant que profession, vous devez faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'en fait, les assureurs ont été amenés à contribuer à 400 millions d'euros précisément de contributions exceptionnelles par rapport à l'économie en France. Et d'autre part, il y a une position qui a été aussi une position du ministère des Finances, qui a été de dire finalement, je ne ferai pas de taxation supplémentaire. Dans un temps premier, je suis aussi attentif à la qualité du bilan des assureurs, donc j'essaie de trouver une sorte de compromis. Quand on regarde simplement ce que la CPR a fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'autorité de contrôle en France, elle a examiné en fait 220 contrats différents, 220 types de contrats qui étaient sur le marché français, et elle était arrivée à la conclusion qu'en fait, précisément, dans 93,3% des cas, il n'y avait pas de garantie par rapport au côté qui était le côté expression, pandémie, épidémie, coronavirus. Donc les contrats étaient supposés être clairs dans 93% des cas pour dire ça n'est pas couvert.
Il y a eu 2,6% qui étaient considérés comme étant au contraire des contrats dans lesquels il devait y avoir indemnisation, de par la façon dont c'était écrit. Et il y avait 4,1% selon la CPA, l'autorité de contrôle en France, sur lesquels il y avait une forme d'ambiguïté. Voilà pour donner simplement le contexte, avant effectivement, précisément, le côté qui était le côté judiciaire, parce que bien sûr, il y a eu un côté judiciaire important aussi. Sur le côté judiciaire, pour essayer d'être assez court, je dirais que si on regarde de la façon la plus objective possible en tant que juriste, c'est la confusion qui règne en France. J'imagine que c'est assez vrai aussi sur des systèmes de droit comparables précisément à l'étranger, et en particulier en Afrique. Je vous passe le détail, si vous voulez, j'y reviendrai un petit peu plus, mais on peut dire simplement qu'aujourd'hui, on est au niveau des premières instances, plutôt en France. On n'a pas encore de décision, évidemment, de degré élevé. Et effectivement, on a des positions qui sont des positions qui sont plutôt, d'une façon générale, par rapport au texte, en le sens de dire qu'il n'y a pas couverture, mais il y a des décisions qui sont des décisions formelles qui sont intervenues en sens inverse, notamment sur le caractère des exclusions pour dire est-ce qu'elles sont précises, formelles et limitées. Dans certains cas, elles ont été considérées comme n'étant pas, et par conséquent, à ce moment-là, le doute jouant en faveur des assurés, il y a eu effectivement une couverture qui a été accordée. Sur ce terrain-là, évidemment, c'est un enjeu important. Le plus gros des assureurs français aujourd'hui, en fait, à ma connaissance, à peu près aujourd'hui, d'après ce que l'on peut voir, en fait, quelque chose qui est de l'ordre de 300 000 contrats qui peuvent être l'objet précisément de discussions de cette nature, et plus précisément sur la profession qui est la plus touchée en France et qui a fait peut-être le plus parler d'elle pour l'instant, on est sur quelque chose comme à peu près 15 000 contrats ayant trait au monde de la restauration, par exemple, avec le type de débat qu'on vient d'évoquer. Donc je dirais pour l'instant, jurisprudence qui commence à se dégager, mais des choses encore effectivement assez confuses. Pour essayer d'être court aussi, si on regarde en fait après ce qu'il en est par rapport aux articles qui sont les articles du droit, alors je pense qu'on les retrouve très largement aussi dans le code CIMA. Si on les prend sous des références françaises, il y a un premier article qui est revenu régulièrement, qui effectivement est un article du Code des assurances et qui consiste à dire est-ce que les exclusions étaient bien rédigées ou pas. Et dans le droit français, je pense encore une fois que c'est très similaire dans les environnements de droit dont nous parlons ensemble aujourd'hui. La grosse question, c'est est-ce que l'exclusion est formelle et limitée? Et là, vous avez effectivement, encore une fois, des décisions de justice assez divergentes que l'on a pu voir, et ça conduit effectivement à un gros effort qui peut être compliqué par rapport aux entreprises et par rapport aux courtiers, de rédaction par rapport à l'année prochaine, puisque évidemment, il y a une situation qui fait que certains textes étaient critiquables. Et en France, en tout cas, c'est très compliqué aussi parce qu'il y a le droit de la concurrence qui intervient, qui fait que par rapport à votre souci de clarté en tant qu'entreprise et en tant que courtier, on pourrait souhaiter qu'il y ait une position de place, d'une certaine façon, qui se dégage, qui fasse qu'il y ait au moins un standard qui sorte. Et au moins, la Fédération française, en tout cas, dit non, je ne peux pas le faire parce que ça serait contraire au droit de la concurrence dans l'environnement européen aujourd'hui. Alors, je pense que ça sera peut-être moins vrai, je l'espère pour vous, dans certains pays africains, parce que ça retarde énormément le processus et que ça fait des débats qui font aujourd'hui les plaisirs des avocats et beaucoup moins le plaisir des courtiers, des entreprises et de nous en tant que compagnie d'assurance. Un deuxième article qui est très souvent mentionné, c'est un article effectivement qui consiste à dire est-ce que précisément les obligations qui ont été souscrites entre les parties conservent leur sens ou pas. Et donc si on dit qu'en fait, à un moment donné, il y a une notion qui est une notion dans laquelle il n'y a plus de substance au contrat, alors la clause qui vide le contrat de sa substance est une clause qui effectivement est réputée non écrite. Donc c'est le deuxième motif de droit qui a été reconnu au moins une fois dans un tribunal français. Pas beaucoup, mais une fois à ma connaissance aujourd'hui. Et puis le dernier élément, c'est un élément qui est plus du code civil et non pas du code des assurances, qui consiste à dire que, évidemment, le contrat d'assurance est un contrat de gré à gré, je vais y revenir dans une seconde, et donc si c'est un contrat de gré à gré, ça veut dire que les parties ont contracté, et donc à partir de ce moment-là, s'il y a un doute précisément sur ce que les parties se sont engagées à faire, le doute joue en faveur effectivement du débiteur, c'est-à-dire de l'entreprise dans le cas qui nous préoccupe. Juste un tout petit rappel très court pour rester aussi dans la zone après pour pouvoir débattre avec vous de quels sont les principes. Je dirais qu'en tout cas, je pense que c'est vrai aussi parfaitement dans les systèmes de type Code Napoléon. On est dans un système qui est un système qui fait qu'on est avant tout dicté par les codes des assurances, quant à ce que nous devons faire. Et le code, évidemment, CIMA est aussi très proche, encore une fois, du code des assurances français. Et puis, on a en arrière-plan, en fait, une situation qui est le droit des obligations avec le code civil. Et là aussi, c'est très proche dans nos univers de droit. Et donc, c'est un système qui est un système dans lequel, sauf à ce qui est effectivement obligation d'assurance, ce qui n'est pas le cas pour les contrats de dommages dont nous parlons aujourd'hui, les parties sont dans des contrats de gré à gré, comme je viens de le dire, donc sont librement, effectivement, en situation de négocier, librement autant que faire se peut. Mais je dirais, sur le plan du droit, c'est une situation de liberté. Après, je rappelle juste un truisme aussi par rapport à toutes les actions de justice qui se sont développées. C'est très différent dans l'univers anglo-saxon, mais l'assurance en droit français, c'est évidemment quelque chose qui est, encore une fois, dans une situation où ça se tourne avant tout par les définitions positives, donc les garanties. À ce moment-là, ce sont des enjeux qui signifient que si effectivement, à un moment donné, un assuré entend mettre en charge précisément une garantie,
eh bien, ça veut dire que précisément, en fait, c'est lui qui va la mettre en avant. A contrario, une exclusion, si une compagnie d'assurance veut se prévaloir d'une exclusion, c'est à la compagnie d'assurance d'apporter la preuve qu'évidemment l'exclusion est valide, d'où tous les débats devant les cours. Après, je serai très court pour gagner effectivement là aussi un petit peu rapidement là-dessus, mais je dirais que par rapport aux pertes d'exploitation à l'heure actuelle, il est clair qu'on est dans le principe de la liberté contractuelle, et on le voit, nous, en tout cas dans les contrats que nous avons, qui sont les programmes internationaux, mais aussi les polices locales pour effectivement les clients africains. C'est tellement vrai qu'il y a le choix, par exemple, sur les différents types de garanties qui sont en jeu. On peut faire du gross profit, on peut faire du gross earnings, et on peut avoir des pertes d'exploitation anticipées, et puis on peut avoir des facteurs déclenchants qui sont effectivement normalement librement discutés. Et c'est là où, évidemment, le gros enjeu de la rédaction pour l'avenir va se porter aussi. Après, pour se proposer un petit peu plus pour l'avenir et pour répondre plus à ce que disait Marc, parce que je pense que c'est la partie de débat qui est peut-être la plus intéressante, c'est de dire, finalement, est-ce que ce qui a été mis en avant par certains assureurs, et en particulier les plus grands Français à l'heure actuelle, qui sont confrontés à ces aspects de justice assez difficiles, est-ce que ces arguments sont tous valables? Et premièrement, effectivement, probablement le premier argument, c'était de dire que c'est un risque systémique. Et effectivement, on a souvent eu dans un temps premier cet argument qui a consisté à dire on ne pourrait pas, parce que en fait, le systémique, c'est quelque chose qui frappe une économie en même temps, toutes les entreprises, le même fait et au même moment. Alors j'avoue que personnellement, cette explication-là ne me satisfait pas totalement personnellement. Je me mets du point de vue de Sirius, j'oublie que je travaille pour une compagnie d'assurance, et je regarde aussi un petit peu ce qui se passe à l'étranger à ce moment. Et en fait, quelles sont les pistes auxquelles on pourrait penser? Si on regarde effectivement par rapport à ça, je pense que la première piste à laquelle on peut penser, en tout cas c'est ce que en fait, le ministère des Finances pour l'instant a commencé à mettre en avant, et qui devrait normalement peut-être effectivement être l'objet d'une définition au mois de janvier, c'est créer une sorte de compte épargne pour les entreprises. Alors on a dit, à ce moment-là, ça se rapprocherait de ce qu'on connaît dans le domaine de l'assurance de personnes. Les entreprises auraient le droit, dans les bonnes années, de mettre de l'argent dans un régime fiscal privilégié et pourraient disposer d'une sorte de compte qui pourrait être utilisé en cas de crise. Personnellement, je pense que c'est une réponse qui est une réponse qui n'est pas... J'ai envoyé le mail à Eric Pignon, donc j'attends aussi sa confirmation par mail. Le résumé est calé et le titre est calé. Voilà. Sur la deuxième table ronde, financement des risques par le marché. Viviane. C'est pareil, j'ai envoyé le mail ce matin après les. Je l'appelle, je préviens Viviane. Le son. Voilà. Donc, juste pour dire que ce premier dispositif auquel les autorités françaises pensent, c'est un compte d'épargne. Moi, je pense que si vous vous appelez effectivement Lydia, vous allez dire un compte d'épargne, si ça devait venir aussi en Afrique, ça me paraît disproportionné. Vous ne pourrez jamais faire de l'épargne dans des conditions prévisibles, me semble-t-il, pour avoir une vraie réponse à ça. Donc, pourquoi pas dans une faible proportion, mais ça ne me paraît pas être un gage de viabilité pour des entreprises industrielles. Peut-être pour des toutes petites affaires, mais les petites affaires ne pourront contribuer qu'à des faibles sommes. Donc, je ne crois pas que ça soit très, très viable. Mais nous verrons ce que le ministère des Finances va dire. Monsieur le maire a réservé sa réponse à la fin de la semaine dernière, et en fin de semaine, effectivement, dernière, on l'a renvoyé au mois de janvier pour avoir une décision. Le deuxième point qui a été évoqué, qui est un sujet assez franco-français, et Gilbert le connaît par cœur comme Marc, c'est un peu le serpent de mer en France de l'autorisation plus facile de compagnies captives, et donc en fait de vous permettre, vous, en tant qu'entreprise, non pas d'avoir une sorte de compte épargne, mais de faire en fait quelque chose qui est beaucoup plus construit en termes de politique de prévention, et ça rejoint largement ce que disait Lydia l'autre jour. Dans un grand groupe, vous avez des facteurs de mutualisation, de traitement de vos propres risques. La France a été très hostile à ce régime-là historiquement. On ne le connaît pas encore en Afrique, je pense, de façon très forte, en dehors de l'Afrique du Sud, qui avait plutôt tendance à l'exporter vers Gibraltar ou vers des zones assez historiquement serrées. C'est certainement un sujet intéressant pour l'avenir. En France, on attend. Est-ce que le ministère des Finances va permettre de faire des choses au service de l'économie? Parce qu'en final, les entreprises bien protégées, c'est protéger l'économie. Donc on attend sur ce terrain-là aussi. Le troisième point qui a été discuté pour l'instant avec Monsieur le maire, notamment par l'Association des entreprises françaises, donc la MARE, qui est le club évidemment dans lequel, avec le club franco-risque, nous nous retrouvons régulièrement, c'est un régime de type CATEX, c'est-à-dire effectivement un régime qui est un régime de catastrophe exceptionnelle, dans lequel le modèle serait plus un partenariat, qui est un partenariat à ce moment-là entre le secteur privé et le secteur qui est le secteur effectivement étatique. Je reviens à mon idée de systémique. Est-ce que systémique, ça veut dire qu'on ne peut pas couvrir? Alors je vais juste, pour finir cette intervention, vous donner quelques indications que je trouve intéressantes en regardant depuis très longtemps sur le régime américain. Et quand on se promène en Californie, il me semble qu'il y a un risque qui est un risque systémique, que tout le monde connaît depuis très longtemps comme étant possible, c'est le fameux Big One, c'est le fameux tremblement de terre. Si un tremblement de terre qui intervient dans la faille de Sant'Andrea, on aura bien quelque chose qui sera systémique, on aura toutes les maisons, tous les immeubles touchés en même temps par le même événement. Est-ce que la réponse du marché américain est de dire que c'est inassurable? La réponse est non, c'est assurable. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est assurable dans des conditions telles qu'il y a depuis 1996 une entité qui s'appelle California Earthquake Authority. Et cette California Earthquake Authority
elle dispose au moment où je suis en train de vous parler, a priori, en dehors de ses fonds propres, 9,6 milliards de dollars de capacité pour traiter une grande crise de type toucher les maisons. J'entends, ce n'est pas l'entreprise, mais je prends exprès quelque chose qui intéresse effectivement ce type de mécanisme. Et ça veut dire qu'en fait, ce dispositif est un dispositif qui représente en fait une coalition, si je puis dire, des compagnies d'assurance qui ont groupé ensemble leurs capacités pour créer cette entité et y travailler avec la California Earthquake Authority, avec le soutien de l'État de Californie. Et c'est bien effectivement une entité qui détient aujourd'hui 70% du marché, parce que ça reste un marché concurrentiel. Personne n'est obligé d'aller vers la California Earthquake Authority pour couvrir, encore une fois, le risque de tremblement de terre. Comment est-ce qu'elle trouve cette capacité de 9,6 milliards? Elle la trouve effectivement par des primes, naturellement, qui sont versées aux compagnies d'assurance qui ensuite travaillent avec cette entité. Mais elle trouve aussi précisément évidemment de la réassurance sur le marché international. Donc ça veut dire qu'elle va acheter largement auprès des grands réassureurs mondiaux. Et enfin, la dernière chose qu'elle achète, qui me paraît très intéressante pour l'avenir, c'est de la capacité sur les marchés financiers. Donc elle fait ce qu'on appelle des cat bonds ou des ILS, c'est-à-dire Insurance Linked Securities, qui consistent bien en fait à lever par des obligations catastrophes sur les marchés financiers au moment où il y a beaucoup de liquidités, des fonds importants. Pour vous donner un exemple, sur les 3 ou 4 derniers mois, la California Earthquake Authority a levé par le biais des cat bonds une première tranche de 700 millions de dollars et une deuxième tranche qui vient d'être levée ce mois-ci, précisément où il y a un mois, pour 775 millions de dollars. Donc ça veut dire que cette capacité permet, de mon point de vue, d'avoir une réponse qui est assez intelligente, c'est-à-dire une réponse de type je traite un risque systémique, je suis dans une alliance de différentes capacités, je ne crée pas un monopole, parce qu'encore une fois, d'autres peuvent le proposer différemment, mais je suis en situation de pouvoir proposer à l'ensemble de la communauté californienne intéressée par ce risque un dispositif pour répondre à un aléa qui est un aléa de type intensité, pas de fréquence, mais qui effectivement serait majeur. Voilà, c'était ça que je voulais partager rapidement avec vous ce matin. Merci Étienne. Je pense qu'il était important d'avoir ce point de vue et ces précisions, ces éclaircissements sur le régime des exclusions, sur la situation actuelle, et puis surtout cette ouverture que vous apportez sur des idées de ce qu'il pourrait se faire face à cette situation. Il est important qu'effectivement nous puissions partager, donc c'est bien l'idée que l'on a avec le Club Franco, risque de partager de façon transparente avec les assureurs, les courtiers. Donc voilà cette approche intéressante du courtier international, de l'assureur international, pardon. Et donc maintenant je proposerai à Serge Azebadé de donner, lui, le point de vue de l'assureur africain face à cette situation. Et deux points, deux questions. La première, qui sont relatifs à cet impact de la crise sanitaire. La première, c'est quel est l'impact de la crise sanitaire sur les marchés africains dans l'assurance vie, dans l'assurance des personnes et par ailleurs dans l'assurance des biens. Et puis, la deuxième question auquel Serge voudra bien répondre, c'est est-ce que les assureurs africains sont prêts à couvrir et à indemniser les pertes d'exploitation sans dommage, ce risque que l'on a vu apparaître ces derniers temps. Donc, Serge, je vous laisse la parole. Merci Marc. Bonjour à tous. Donc voilà, question très très intéressante. Sur le continent africain, qu'est-ce qu'on a observé en particulier donc, dans la zone CIMA, donc les pays francophones? Deux choses. La première, c'est donc les assurances de personnes. En termes d'impact du Covid sur les assurances de personnes, vous avez donc d'un côté donc les assurances de santé, assurance maladie et assurance vie. D'autre part, pour ce qui concerne donc les assurances de personnes, assurance maladie, de manière globale, tout ce qui est risque de pandémie en Afrique fait partie des exclusions. Je rejoins aussi ce que Étienne disait tout à l'heure, mais sauf qu'en Afrique, en termes d'exclusion, la pandémie, en termes d'exclusion, c'est quelque chose qui est rentrer un peu dans les mœurs parce qu'on ne s'attend pas, enfin c'est des continents où on a très souvent, donc, on a eu des crises comme Ebola et autres, donc majoritairement, ces risques sont exclus des polices d'assurance santé. Dans le cadre du Covid, qu'est-ce qu'on a observé?
pour un groupe comme le nôtre chez Activa, on a dans les premiers moments donc nos assurés qui on a pris en charge plus exactement donc les frais, les premiers frais dès l'instant où les gens, les assurés allaient donc dans les hôpitaux pour faire des analyses, des tests et autres. Mais à partir du moment où on découvrait qu'il s'agissait du Covid, les assurances, et ce que je dis est vrai pour le groupe Activa, que pour toutes les autres compagnies d'assurance en Afrique. Donc, les assurances arrêtaient leur prise en charge à partir de ce moment-là parce que la suite était prise en charge par les États. Donc, les autorités avaient pris en charge tout ce qui était frais de santé, les traitements, frais d'hospitalisation liés au Covid. Donc, sur les assurances maladie, c'est ce qu'on a observé sur le continent. Pour ce qui concerne les assurances, ensuite, de l'assurance vie, il faut savoir que c'est très peu souscrit. Et donc, du coup, on a très peu d'assurés qui étaient détenteurs d'assurance vie qui sont décédés des suites de Covid. Donc, les très peu, en termes de proportion, on a pu avoir, ont donc été pris en charge de ce point de vue-là. Ça, c'est une première des choses que je tenais sur lesquelles, donc les débats ne sont pas tout à fait les mêmes qu'on a pu observer en Europe que sur le continent africain. Toujours sur cette partie-là, on a eu, à un moment donné, une recommandation de la CIMA qui recommandait donc aux compagnies d'assurance d'accorder un traitement particulier aux assurances, enfin au traitement de l'assurance maladie ou à l'assurance vie. Mais sachez que ce n'est qu'une recommandation, parce que quand on parle de recommandation, ça n'a pas d'effet juridique contraignant, c'est pas un règlement de la CIMA. Donc, c'était simplement une recommandation de la CIMA, mais que les compagnies d'assurance ont bien entendu suivi. Mais à partir du moment, encore une fois, où on avait la prise en charge des autorités, la question ne se posait plus. Maintenant, pour le deuxième volet de la question, s'agissant des pertes d'exploitation sans dommage, j'ai envie de dire que c'est une question qui ne s'est même pas du tout posée sur le continent parce que déjà la perte d'exploitation en elle-même est un produit qui est très peu demandé, était très peu souscrit par les assurés, par les entreprises. Les produits qui sont existants sur le marché sont la perte d'exploitation très souvent dans le cadre qui sont consécutifs à un bris de machine ou à un incendie. Alors, parler de la perte d'exploitation sans dommage, j'ai envie de dire que le débat la question ne s'est même pas, elle n'a même pas du tout été posée sur le continent. Et j'ai envie de dire simplement pour finir que le débat qu'on a observé en France, en Angleterre, sur les marchés internationaux, est pour nous un vecteur positif sur le marché africain. Pourquoi? Parce que ça va être un élément de sensibilisation des assurés, un élément de sensibilisation des assurés sur le fait que on peut souscrire, effectivement, on doit même souscrire, on doit prévenir, et c'est un élément de prévention en souscrivant ce type de risque. Donc, ce débat-là qui est ouvert actuellement, que nous n'avons pas, nous, sur le continent, va aider dans la sensibilisation, l'éducation de nos assurés à souscrire les produits d'assurance, notamment de la perte d'exploitation. Et si on arrive à cela, et je souhaite qu'on arrive, je ne sais pas ce que Lydia en pense, bien entendu, les assureurs africains seraient prêts donc à pouvoir souscrire avec à la fois l'accompagnement des courtiers internationaux et des réassureurs internationaux pour la partie technique et la prise véritablement donc en charge de ce que cela pourrait donner. Donc, vous voyez, on dissocie le débat. Le débat est totalement dissocié. Entre là où on a eu le débat en Afrique, c'est sur la partie de l'assurance des personnes. On n'a pas eu de débat sur la partie concernant la perte d'exploitation sans dommage sur le continent africain, si je peux répondre en résumé comme cela. Voilà. C'est ce que je pouvais dire sur cette question, Marc, sur le continent. On va rebondir sur d'autres sujets. Merci Serge. On va ouvrir le débat après pour savoir
si les assureurs africains sont prêts aussi, parce qu'on est prêt à le faire, mais est-ce qu'il faut les moyens de le faire? Et ça peut nécessiter aussi des expertises. On sait combien c'est compliqué, combien il est compliqué de mettre en place les polices, les garanties de perte d'exploitation. Est-ce qu'il y a des experts? Ça fera l'objet éventuellement d'autres réflexions et d'autres conférences ou webinaires que l'on pourrait faire avec le Club Franco sur ces sujets d'expertise, parce que je pense que c'est très, très important en matière de perte d'exploitation. Dans tous les cas, je pense que la position que vous avez présentée elle est parfaitement claire et elle permet d'avancer encore dans notre réflexion. Et donc, il est temps maintenant de voir ce que le courtier qui est au cœur de ça, entre le risk manager et les assureurs, qu'est-ce que le courtier peut apporter. Est-ce que, donc, Laurent Gisardin, est-ce que pour répondre aux questions de vos clients ou aux interrogations de vos clients, comme l'a exprimé Lydia tout à l'heure, est-ce que dans la période actuelle, vous avez été amené à réduire les garanties, à chercher de nouvelles solutions, par exemple de sortir des garanties pour en mettre d'autres, d'augmenter les franchises, et de chercher comment est-ce que vous, en tant que courtier, vous cherchez des solutions pour aborder ces nouveaux risques, en particulier les risques cyber ou les risques de violence politique et évidemment le risque de pandémie. Donc, je vous laisse la parole sur ces questions, Laurent. Merci, bonjour à tout le monde. Comme tu le dis, Marc, nous, courtiers, on est au cœur de l'action. On attend des solutions globales, ce qu'évoquait Étienne sur les comptes épargne ou les captifs, mais les captifs ne sont pas adaptés pour tous les groupes, elles le sont pour les groupes internationaux. Mais tout ça est lié soit à une taille de business, soit à des décisions politiques qui sont longues en France et qui seront encore plus longues en Afrique. Donc, en attendant, on a des clients très impatients qui nous demandent de les aider et on est assis à côté d'eux pour négocier au mieux. Alors, là, il y a beaucoup de sujets dans la question. Je vais essayer d'être bref, développer certains sujets. Alors, réduire certaines garanties, par principe, chez Ascoma, on y est opposé. Une garantie qu'on pourrait réduire, on va dire assez facilement, c'est la durée d'indemnisation de la perte d'exploitation qu'évoquait Serge, parce qu'on a quand même finalement beaucoup de clients qui ont ces garanties-là, mais passer de 18 à 12 mois est une économie, on va dire, facile, qui a un impact. Ceci dit, 12 mois en cas de sinistre majeur, ça ne va pas permettre à un client, compagnie pétrolière ou exploitant de terminal portuaire, de redémarrer son activité. Donc ça, réduire les garanties, pour nous, c'est exclu. Augmenter les franchises, en effet, c'est la variable d'ajustement aussi qui est la plus facile. Mais historiquement, en Afrique, on a les franchises relativement basses, donc c'est difficile de faire accepter à un client des doublements ou des triplements de franchise. Donc, c'est compliqué aussi. Des solutions existent pour certains risques, notamment des polices d'excès qui vont permettre de mettre en place des deuxièmes, voire des troisièmes lignes qui vont couvrir l'impact catastrophique d'un sinistre. Mais en fait, ces lignes d'excès, les premières lignes jouent comme des franchises. Mais quelque part, on rajoute une ligne d'assurance et donc un coût. Je voudrais parler d'un cas particulier auquel on est confronté, et nos clients bien sûr aussi, c'est la sortie de programmes internationaux en Afrique. Un certain nombre d'acteurs internationaux, assureurs et assureurs, ne peuvent plus intégrer dans les programmes des risques qui sont situés sur le continent africain. Donc, on a ces cas concrets là, pour ces derniers renouvellements où on nous demande de coter localement ces risques qui sont les mêmes, qui étaient assurés et réassurés avec des polices qui intervenaient en deal. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à trouver des solutions locales avec les assureurs panafricains pour aider le client à limiter l'impact obligatoire de cette sortie, puisque qui dit risque local isolé dit un coût plus élevé. Donc, on a beaucoup de pression de la part des assureurs pour transférer ce risque-là au client par des majorations, par des augmentations de franchise et par des augmentations de budget, avec en plus des exclusions auxquelles nos clients
sont confrontés, notamment l'exclusion Covid. Donc, l'exercice n'est pas simple, on résiste beaucoup, on aide les clients. Et le biais, on l'a déjà évoqué lors du dernier webinaire, c'est la prévention et donc la qualité du risque. Parce qu'en fait, c'est les solutions qu'on arrive à négocier avec nos amis assureurs et réassureurs sont positives pour les clients et on a même des baisses de budget, mais quand le client, encore une fois, a fait des efforts de prévention. Donc, la question, comment contenir le budget? Donc, en mutualisant les risques, mais c'est plus toujours possible quand on a des risques qui sortent de programme, en sélectionnant les assureurs qui sont sensibles à la prévention. Donc, il y en a 2 autour de la table et ils ont tous cette sensibilité. Ils ont des ingénieurs de prévention qui accompagnent aussi les clients avec les nôtres. Notre rôle aussi, c'est de rendre les assureurs raisonnables. L'assureur voudra toujours qu'un risque soit sprinklé, gardinier 24/24, ce qui n'est pas toujours possible, ce qui représente en tout cas un gros investissement pour un client. Donc, on essaie de trouver des moyens, on va dire, intermédiaires, avec les ingénieurs aussi, construire des murs coupe-feu, remplacer des panneaux sandwich par des panneaux sandwich enfin, inifugés dans l'industrie agroalimentaire. Bon, on essaie de trouver tous les biais pour limiter l'impact, atténuer l'impact. Donc concrètement, comment on fait face à cette situation que l'on subit chez Ascoma? Déjà, c'est de continuer à travailler avec des assureurs et des réassureurs de premier plan. La sécurité du placement, pour nous, c'est important. Et ce qu'on arrive ponctuellement à négocier, alors on n'a pas de clause magique de réduction. On a des clauses PB qui existent historiquement, donc encore une fois, qui récompensent les bons clients. Ce qu'on arrive à faire assez ponctuellement, c'est d'obtenir des baisses, alors ce que j'appellerais baisse Covid. Alors, je ne fais pas une promesse de l'appliquer pour tout le monde. Encore une fois, on va dire que ce sont pour les bons risques bien maîtrisés, mais c'est d'arriver en cours d'année à obtenir des baisses de budget, ce qui est assez hors norme dans notre fonctionnement. Mais l'idée, notre rôle, c'est de continuer à accompagner le client, surtout cette année, surtout l'année prochaine et les suivantes, où la crise va se prolonger. Alors, je rebondis sur ce point, Laurent. Est-ce que la question des primes et des baisses, est-ce que tu peux réaborder, je repose aussi un peu la question à Serge, est-ce qu'il y a une vraie baisse ou au moins d'augmentation des primes que l'on la voit actuellement en France ou en Europe? Est-ce qu'effectivement, en Afrique, on a moins d'augmentation? Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il faut s'attendre à des augmentations plus importantes? Alors, pour l'exercice en cours et renouvellement 1er janvier, on a soit des limitations de majoration demandées par les assureurs, donc on a des renouvellements flat, soit on a, dans certains cas, certaines baisses, parfois assez remarquables, de l'ordre de plus de 10%, mais encore une fois, sur des très bons risques maîtrisés, ou en tout cas, le client s'est engagé à renforcer sa prévention. Alors, sa prévention physique, les sprinklers, sa prévention logique aussi, notamment pour le risque cyber, ou sa prévention contractuelle, l'idée étant de limiter l'engagement qui est pris ou qui est transféré par les grands donneurs d'ordre à nos clients en Afrique. Donc là aussi, on a un rôle à jouer. On n'est pas avocat, mais on a une aide à apporter aux clients dans la rédaction des clauses qui permet notamment de repousser les exigences un peu exorbitantes que peuvent donner quelques grands donneurs d'ordre. Donc oui, les baisses, c'est une réalité sur le continent africain, mais pas pour tout le monde. Et je vais dans le même sens pour dire que on fait la différence encore une fois entre tout ce qu'on appelle les police programmes qui sont donc négociés de manière internationale et que donc les assureurs africains sont simplement donc ils vont suivre ce qui a été décidé. Donc s'il y a une augmentation de ce point de vue-là, l'augmentation va également suivre sur les polices auprès des assureurs africains. Mais si on a des polices où on a des cotations en local, effectivement, c'est là qu'on a des baisses. Pour les programmes panafricains, on a effectivement des baisses parce que le marché est suffisamment soft sur le continent comparé au durcissement qu'on a sur le marché en Europe actuellement. Voilà. Donc, c'est une réalité. Tout à fait.
Oui, qui est très éloigné de la réalité des marchés européens, où on a des augmentations ou des primes qui sont multipliées par 7 et des franchises qui sont multipliées par 10. C'est la réalité du marché, on va dire, européen, mondial, auquel, pour l'instant, le continent africain continue à résister. Étienne aurait quelque chose à dire? Non, Étienne, il faut mettre ton micro, ouvrir ton micro. Voilà, je le mets. Juste, je pense que Laurent touche un point qui est très important pour nous, c'est-à-dire de dire qu'il y a effectivement des comptes internationaux que nous suivons et puis il y a des comptes qui sont les comptes africains. Et cette notion d'avoir éventuellement un rôle qui est un rôle plus important pour les assureurs africains, je pense que c'est un vrai défi parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, ça se regarde encore une fois différemment dans l'univers francophone, mais pour la zone qu'on connaît le mieux avec Serge en particulier, aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est que les compagnies, en fait, ont peu de surface financière d'une façon générale. Et c'est tellement vrai que pour l'instant, je pense que par une économie fragilisée aussi, il y a une situation de la FANAF qui a plutôt tendance à repousser pour l'instant les règles qui étaient les règles même précédemment qui devaient faire que le capital devait monter, comme on le sait, précisément au printemps prochain. Et donc, ça veut dire qu'à ce titre-là, plus vous aurez une logique d'aller vers des joueurs locaux, ce qui est parfaitement normal pour des raisons qu'on comprend bien, effectivement, politique, économique aussi, plus la question de leur surface va se poser, et plus la question de leur rapport à la réassurance va se poser aussi. Et cette question de la réassurance, aujourd'hui, sur le continent africain, vue par les joueurs internationaux, elle est un vrai sujet, parce qu'elle est un vrai sujet sur le fait qu'il y a beaucoup d'arrières, effectivement, de non-payés ou d'impayés depuis très longtemps dans les comptes de réassurance. Donc, je crois que ça, c'est vraiment une position de marché qui est générale, qui pose question aujourd'hui dans cette industrie. Et la deuxième chose que l'on voit en fait depuis un certain temps, c'est effectivement un durcissement de la réglementation à travers en fait de plus en plus de rétention obligatoire dans le marché africain, ce qui se comprend très bien sous certains angles, mais qui amène aussi du coup à cette question par rapport à la remontée des primes et à la capacité de faire des opérations qui est vraiment du sens économique. Et le troisième point qui est en jeu, c'est une difficulté qui est inégale selon les zones. Et même dans la zone CFA, on sait qu'effectivement, il y a deux zones monétaires. On a aujourd'hui quand même des difficultés qui sont des difficultés récurrentes qui font que précisément aujourd'hui, ce sont les banques, cette fois, les banques qui sont en difficulté par rapport aux banques centrales pour avoir des remontées de fonds. Et ça, c'est indépendant de la qualité des compagnies d'assurance. Ce ne sont pas les compagnies d'assurance qui sont en cause, mais ce facteur-là est très important aussi. Donc, ça veut dire que si je suis une entreprise africaine aujourd'hui, la question du support qui va être apporté par les compagnies locales est largement dépendante de la réassurance et elle est largement dépendante de l'environnement des banques qui s'est énormément durci ces derniers mois. Cette question, elle sera réabordée. Cette question, on va la réaborder lors du 3e webinaire, vraiment sur ces questions du marché, des conditions d'exercice du marché, notamment dans la zone CIMA, à l'occasion du prochain webinaire que Gilbert a annoncé. Mais c'était important d'avoir cette vision aujourd'hui. Donc, pour rester un peu sur cette note optimiste que Serge a présentée tout à l'heure en disant que oui, les assureurs africains sont prêts à couvrir davantage et c'est peut-être une opportunité justement de couvrir davantage de risques que ça n'en était. Mais je pense que maintenant, après que ce débat ait eu lieu entre le courtier et l'assureur, j'aimerais bien avoir la position du risk manager. Donc, Lydia, est-ce que ton point de vue sur ces sujets, c'est-à-dire, est-ce que face à cette situation, une entreprise comme la vôtre est prête aujourd'hui avec un support de risk management qui est important, est-ce qu'elle est prête à prendre des mesures pour se prémunir contre ces situations nouvelles? Donc, on a beaucoup parlé de prévention. Est-ce que vous avez des stratégies, je veux dire, de développement du risk management dans votre entreprise? Déjà, c'était vraiment intéressant d'entendre les exposés d'Étienne et de Serge qui nous permettent d'avoir quand même une vision et à l'instant T de ce qui se passe. Et moi, j'aurais déjà, pour donner des conseils, entre guillemets, en donnant mon exemple avec la casquette risk manager aux personnes qui nous écoutent, comment j'ai abordé mes renouvellements aujourd'hui et justement la stratégie de prévention et comment j'aborde le début de l'année 2021 sur les contrats et l'exécution des contrats. Aujourd'hui, la prévention, elle a été déjà de nous outiller contractuellement. C'est-à-dire, comme je vous disais, au niveau, on a eu beaucoup de renouvellements de contrats. Donc, de bien lire les clauses et surtout les cotations qui sont données dans les sociétés qui sont en exploitation, qui sont dans les cotations sur les clauses des délais. On est dans une matière, je parle pour l'entreprise que je représente, de transport international qui a été impactée en termes de délai, en termes de flux.
on a eu, si vous voulez, des dommages corrélatifs immatériels, ce que j'appelle de l'immatériel consécutif. C'est il y a des commandes qui n'ont pas été honorées, donc on avait bouclé du transport. Il y a des financements derrière par rapport, il y a eu des investissements qui ont été faits et on a refusé certains clients pour pouvoir opérer des clients. Des problèmes aussi, on a vu sur la campagne coton, sur les stocks des cotons qu'on attendait, qui ne sortaient pas de nos entrepôts, qu'on ne pouvait pas opérer. Et aussi, il y a un impact aussi sur le règlement des factures. Les clients ont des difficultés, nous avons des difficultés, on a des difficultés à payer nos primes d'assurance. Bon, en Afrique, c'est du cash before cover et c'est compliqué. Donc là aussi, l'assureur, il intervient dans tout cet environnement. Donc, il y a une prévention contractuelle à faire. Et là, vous qui représentez des gros comptes, et souvent quand on nous demande d'être co-assuré sur nos polices ou assureur additionnel, renonciation en recours, on a quand même, dans les premiers 6 mois, des clients qui ont été quand même, voilà, c'est le Covid, l'expédition n'est pas arrivée. Le deuxième semestre 2020, on a vraiment, dans les relations contractuelles, on met une petite clause que je peux conseiller, des fois ça passe pas, en disant attention, la cotation, elle tient compte des conditions normales de transport et que si demain c'était impacté par une pandémie ou autre, on pourrait revoir. Donc si vous voulez, c'est juste, on peut revoir, on ouvre la porte et il y a vraiment une relation de force et pas un partenariat. Il y a une réflexion à avoir aussi avec les partenaires économiques, volets clients et prestataires. Sur le côté, donc la prévention, elle est là. On regarde vraiment les clauses, à quoi on s'expose. C'est ce que nous disait un peu Laurent, en disant qu'on suit nos clients. Là, j'ai eu des exemples concrets où j'ai demandé à des co-contractants de voir avec leur assureur qui ne pouvaient pas nous mettre le risque que sur nous, parce que c'est des marchés, vous savez, c'est des contrats cadres, ils nous font du back-to-back. Donc, on essaye de remonter à la source pour leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas nous dire on va livrer en 72 heures, traverser 3 frontières, alors qu'aujourd'hui, la frontière du Ghana, elle est fermée, la frontière avec le Niger, elle est fermée, la frontière avec le Bénin, elle est fermée. Donc, voilà, c'est ces réalités-là où on dit, attention les gars, quand vous vendez une prestation à vos clients, tenez compte de cette réalité. Parce que derrière, si demain, votre camion il est bloqué pendant 3 mois et qu'on ne peut pas livrer la marchandise, c'est du périssable, on aura des difficultés à la prise en charge de nos assureurs. Et encore, sur la faculté, on peut quand même trouver des solutions. Vraiment rentrer dans le concret pour donner des éléments concrets, c'est les questions que nous avaient posées un peu les personnes qui nous suivaient. Si vous voulez, en qualité de risk manager, j'ai fait vraiment une cartographie de nos risques. J'ai repris, ça a pris du temps, dans le terme des contrats, les renouvellements, poste par poste, dans chaque pays, pour voir ce qui était pris en charge, pas pris en charge, et j'ai arbitré. J'ai arbitré parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les assureurs africains ne nous ont pas lourdement pénalisés, ne nous ont pas répercutés, mais quand même la santé, ça a augmenté. Et surtout, c'est pas que ça a vraiment augmenté, c'est que des polices santé, elles sont souvent s'assurer en Afrique, et c'est sur les taux de régule, de renouvellement, de majoration, quand vous avez un rapport SP, avant on arrivait à négocier, bon, tu ne m'appliques pas les 15%, les 10%, là il y a vraiment une fin de non-recevoir des assureurs, le courtier essaye, mais il y a eu quand même un impact. On a regardé nos contrats prévoyance, on a regardé nos contrats RC Auto. Donc, on a pris et on est arrivé sur l'ensemble de nos contrats d'assurance locaux à une économie. Donc ça, il y a quand même une note positive sur le côté marché assureur africain. Donc ça, je leur en félicite. Bon, on va voir les prises en charge quand on va arriver à l'instant T. Mais globalement, j'ai eu du qui tout double. Le fait de les avoir mis en concurrence via nos courtiers, on a vraiment sur les renouvellements pour l'année 2021, j'ai quand même une économie qui peut aller jusqu'à 30% par rapport à l'exercice si je prends toutes les polices confondues, ce qui n'est pas négligeable. Mais là, c'est aussi la responsabilité du risk manager de dire, écoutez, on était dans une situation confortable, on était assuré comme ça. Aujourd'hui, on est à l'économie, je veux voir toutes mes polices. Donc là, il y a eu vraiment, même s'il y a eu des exclusions sur RC Exploitation, c'est vrai, on se pose la question, Serge le disait, ce n'était pas une demande. Moi, du coup, j'ai sorti toutes mes polices dommages pour voir est-ce que j'avais de l'exploitation sur mes polices dommages. Ben non, on ne l'a même pas demandé. Quand je parle avec les opérationnels, ils me disent non, de toute façon, l'exploitation ne la demande pas, on s'arrange toujours avec le client par note de débit. J'ai dit oui, mais vous avez quand même des conséquences financières derrière. Donc ça, c'est une réflexion. Si on ne la proposait pas, on va la demander. On va commencer à l'inclure dans les polices et c'est une nouvelle réflexion.
Et là, on va challenger les assureurs justement sur la prise en charge de ces pertes d'exploitation adossées à une police dommage, par exemple. Ensuite, le dernier volet aussi, c'est vraiment sur nos contrats internationaux, et c'est ce que disaient un peu Étienne et Serge quand on parle du marché international et du marché local, sur les risques qui sont réassurés ou les risques qui restent en Afrique. Et je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, sur des nouveaux projets dans des pays où les assureurs qui ont, en plus de mettre des clauses d'exclusion à rallonge, et j'ai bien noté, je l'ai écrit d'ailleurs, la clause qui vide le contrat de subsistance, c'est nul et non avenu. Donc là, je vais l'opposer, je l'avais oublié cette clause. Ça va me permettre de renégocier avec certains assureurs actuellement. Mais surtout, les assureurs européens et le marché international nous lâchent. Je vous ai parlé du cas de la Guinée. Hein, on va y aller avec l'assureur local. Et là, je challenge Serge. C'est ce qu'on disait un peu la dernière fois. On est un peu cobaye sur des risques assez où il y aura de l'exploitation. Il y aura de la perte d'exploitation à l'intérieur. On va voir un peu sur la conjoncture actuelle comment va se dérouler. Bon, on espère toujours qu'il n'y ait pas de sinistre, mais bon, moi je viens du courtage quand même et on me disait tant qu'il y a des sinistres, c'est qu'il y a du travail et que mais du côté client, on essaye d'éviter quand même. Mais voilà, on va tester ce marché et avec cette appréhension de se dire qu'on n'a pas de super umbrella avec un réassureur international ou un contrat master derrière. Mais pas parce que c'est une stratégie, et parce que Laurent en parlait, que ça a été le choix de certains groupes, c'est parce qu'on nous l'oppose et qu'il n'y a pas de solution via les marchés internationaux, sauf à des prix, voilà, des prix, moi je dis, c'est des clauses léonines carrément. Donc voilà, c'était un peu ma petite conclusion en disant comment j'ai appréhendé. Et juste ma phrase de fin, c'est justement pour trouver une solution. On ne peut pas donner de fin de non-recevoir. Les assureurs sont en train de parler, il va y avoir un produit qui va être sorti. Et on en a parlé et on a dit qu'on allait fouiller le sujet, vraiment la captive. Voilà, c'était mon mot de la fin. Des risques non assurables et comment les sociétés qui en ont les moyens et qui sont outillées, on est tous aujourd'hui des sociétés de marché, on est tous à multiples cassettes, et que ce soit un assureur, un courtier ou un client, on devient tous des financiers au final, avec à remplir plus des tableaux que de faire des contrats. Donc aujourd'hui, j'invite à tous ceux qui nous écoutent de vraiment suivre le sujet des captives, justement qui réglerait pas mal de problèmes, et on attend la position du marché africain sur ce sujet-là avec impatience. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Lydia. Je pense que c'est presque l'annonce d'autres réflexions, d'autres moments que l'on passerait ensemble. Donc là, on arrive à l'heure de ce webinaire. On voit bien qu'il est extrêmement important de se parler, d'avoir cet esprit de partenariat entre les différents acteurs. On voit même que entre le courtier est extrêmement important pour arriver à tenir la relation entre les besoins exprimés par le risk manager et les idées que peuvent avancer les assureurs sur la prévention, le partage. La captive, c'est ça, hein, c'est de prendre une part des risques. Donc, un certain nombre de questions apparaissent dans celles qui sont envoyées par les participants à ce webinaire. Donc, une en particulier a trait, que je vais traiter très vite, a trait aux procédures améliorées d'indemnisation. Est-ce que les assureurs sont prêts à faire des efforts pour dématérialiser, pour que les indemnisations se fassent de façon plus facile, plus rapide? Ça, je pense que c'est un vrai sujet et qu'on aura l'occasion au sein du club de faire intervenir des experts sur ces sujets de dématérialisation, sur travailler sur les préjudices. Donc, oui, je pense qu'il y a des choses à faire, on en parlera. Mais je pense qu'il est important maintenant que Gilbert reprenne une ou deux questions posées. Et une question a été posée par Alimatou. Alimatou pourrait poser les questions. Donc, est-ce que Alimatou peut parler pour une question qu'elle a? Oui, allô, vous m'entendez? Oui.
Oui, bonjour à tous. En fait, j'avais une question, c'est un cas pratique. Les assureurs, donc suite aux événements du Covid, ont tous intégré dans les contrats dommages la clause Covid. Et je voulais savoir si c'est une obligation pour le client de signer cette clause sous peine de résiliation du contrat par l'assureur. Alors, qui veut répondre à cette question? La question s'adresse à Étienne de Varax, mais... La réponse en termes de droit est assez simple. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le plan du droit. Le droit, dans les assurances qui ne sont pas obligatoires, par définition, relève de la logique de gré à gré. Donc, c'est là où les courtiers jouent un rôle qui est très important. Et donc, ça veut dire que c'est du domaine du négociable, puisque par hypothèse, ce n'est pas quelque chose qui est fixé par la loi, fixé par la réglementation. Donc, on est dans un champ contractuel. Et après, ça veut dire que ce qui est très difficile à l'heure actuelle, c'est effectivement de trouver des choses qui soient possibles, conformes au droit, et qui fassent l'unanimité des placements. Je pense que aussi, c'est probablement ce que Laurent voit aujourd'hui, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas dans le contexte français, j'imagine que c'est assez proche, encore une fois, dans d'autres environnements, comme on n'a pas le droit de faire une position de place, on n'a pas un standard de référence parce qu'il est interdit en France, en tout cas aujourd'hui, au titre du droit de la concurrence de le faire. Donc c'est négociable, ça ne s'impose pas, ce n'est pas un motif évidemment de rupture en soi, je dirais en droit, mais si on ne trouve pas un accord, évidemment, ça peut être un motif qui est un motif de ne pas continuer. Et c'est donc encore une fois à négocier. Et c'est souvent difficile dans les placements, puisque les placements un petit peu importants pour les entreprises passent par la co-assurance. Et il y a des réassureurs aussi derrière. Donc c'est complexe pour cette raison-là. D'accord, merci. Si je peux rajouter, il y a aussi ce qu'on appelle la possibilité de racheter des exclusions. Donc, on a ça comme possibilité. Donc, un assuré, si on a une exclusion, un assuré peut se dire, voilà, moi, je souhaiterais donc racheter cette exclusion-là. Ça fait un coût et ce sera tarifé, conseillé par les courtiers et puis voir comment il y a des réassureurs derrière pour porter ce type de risque-là. Donc, ce sont des possibilités. Voilà. Et en très court aussi, pour aller dans le sens que disait Lydia, dès lors que c'est quelque chose qui est assurable, l'assurabilité n'est pas discutée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on pense en tout cas à la position que j'ai évoquée tout à l'heure, le systémique, ça ne veut pas dire que c'est inassurable. Mais si les assureurs, à un moment donné dans le marché, ne le peuvent pas ou ne le veulent pas, c'est là où le côté qui est le côté qu'une compagnie captive, par exemple, pourra jouer. C'est-à-dire qu'il y a une compagnie d'assurance qui pourra sortir et bénéficier d'une couverture par une compagnie captive, dans le sens de racheter une exclusion, comme vient de le dire Serge. Ce sont des types de choses qui peuvent s'envisager. Ça s'est fait pour des quantités d'autres choses dans le passé, ça peut se faire aussi sur ce type de choses. D'accord, je vous remercie. Il y a également deux questions là, qui sont un peu similaires, de M. Alain Conlac et de M. Yacine Kalfi, qui concernent justement les impacts du Covid. Dans le premier cas, la question qui est posée, c'est comment les assureurs se comportent-ils pour des sinistres de perte d'exploitation causés par les fermetures de ports du fait de la pandémie, et qui ont comme conséquence que parfois les marchandises deviennent périssables. Et l'autre, un peu similaire, c'est qu'en est-il des risques acceptés par les assureurs en l'absence de visite de risque à cause du Covid? Est-ce que la clause de réserve, acceptation du sinistre, joue? Voilà. Est-ce que les assureurs peuvent répondre ou le courtier? Je peux peut-être répondre sur la première question, le premier volet de la question sur les conséquences de la fermeture des ports, puisque c'est des situations qu'on a vécues, qu'on a vues sur le terrain. Le port est fermé, donc les cargaisons sont là, et les cargaisons, peut-être du fait de cette fermeture, sont endommagées. Quelle est la position des assureurs là-dessus? C'est la loi de la cause à effet. Si la cause donc, la cause est exclue parce que c'est une décision, c'est le fait du prince, pourquoi est-ce que la conséquence serait couverte? Donc, si c'est une fermeture parce que c'est de l'autorité portuaire, l'État qui a pris cette décision parce que donc, la pandémie, les conséquences ne seraient pas couvertes. Ça, c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Et puisqu'on parle aujourd'hui des adaptations des polices d'assurance avant et après la crise sanitaire, nous, chez Activa, on a réfléchi et on a fait passer donc nos réflexions, on a partagé ces réflexions avec des possibilités, notamment à une entreprise de logistique, ou à un importateur ou un exportateur, qui se trouverait dans cette situation-là de racheter cette fois une couverture moyennant un certain prix et avec des garanties qui pourraient être une garantie d'un certain montant qui couvrirait donc en ce cas-là la perte d'exploitation liée qui serait due qui serait en réalité
l'endommagement de sa cargaison du fait donc, de la fermeture du port. On peut trouver des garanties comme cela. Il faut réfléchir à tout cela. Nous sommes en train de réfléchir à cela avec également l'aide des côtiers. Les produits ne sont pas encore sortis, mais l'occasion de la crise sanitaire et les retours d'expérience qu'on a pu avoir, puisque l'autre jour, quand on faisait l'opération, on se disait, bientôt, il n'y aura plus d'aléas. Dans les premiers cas, on a parlé d'aléas. On rentre maintenant dans une situation qui est connue. Mais comment les assureurs vont s'adapter à cela? Donc voilà une des réflexions et voici une des solutions. Pour le passé, il n'y a pas de solution pour répondre concrètement à cette question-là. Mais pour le futur, beaucoup, et nous ne sommes pas les seuls, plusieurs assureurs du marché en Afrique sont en train de réfléchir sur des produits qu'on peut mettre en place pour accompagner les clients dans des cas comme cela. Ok. Moi, je voudrais juste intervenir parce que j'ai eu le cas concret et comment j'ai résolu ce problème. On a un gros trafic sur les Interlandes et que ça arrive le port, il y avait des difficultés de fermeture de port sur des reefers. Pour moi, il n'y a pas que la perte d'exploitation. Attention, c'était sur le premier trimestre 2020. Donc, le fait du prince, entre guillemets, c'est qu'on était vraiment dans voilà, il y a un fait du prince. Donc ça, on a fait du back-to-back avec notre donneur d'ordre en disant, attention, les marchandises sont là, on peut stop, on ne peut plus bouger, on envoie le communiqué, s'il y a décret, tout le document officiel, informer son client en temps et en heure. Vous ne venez pas au bout d'une semaine, il cherche sa marchandise et dire, ah, mais finalement, la marchandise, elle est là. Parce que le port, il était fermé. Donc ça, c'est la proréactivité, c'est ce qu'on a dit à nos opérationnels qui gèrent les expéditions. Et après, il y a la faculté. Et là, c'est les polices facultés. Là, c'est plus facile de racheter des exclusions et de mettre, je pense que si dans cette période Covid, là où on a plus la main sur l'assurable, c'est vraiment les polices facultés. Donc là, nous, c'est un objectif de vraiment monter en puissance sur la souscription des polices facultés et dans vos cotations, de bien leur dire attention, il y a du périssable. Nous, on oppose nos limitations de responsabilité, sauf faute, parce que souvent on est commissionnaire de bout en bout, on est transporteur terrestre, il y a WADA, l'acte uniforme qui nous protège sur le transport terrestre de marchandises, on a les conventions internationales, donc être proactif en disant attention dans vos cotations, voilà, le fait du prince, demain c'est fermé, et on vous limitera, quoi qu'il arrive, nos responsabilités, sauf à prouver notre faute. Et la faute, elle se prouvera dans la pro-réactivité que vous aurez vis-à-vis de vos clients, en disant oui, attendez, le port il est fermé, certes il y a Covid, mais tout le monde le sait, mais ça fait 6 mois que ma marchandise elle est bloquée, vous ne faites rien. Vous avez le bon père de famille qui doit bien traiter la marchandise. Allez voir, nous, c'est ce qu'on a fait quand on a des marchandises restées plus longtemps. Vous savez comment ça se passe sur les ports africains, sur les prises de reefers. On est parti voir avec les partenaires, les armateurs. Il y a eu quand même une solidarité. Moyennant prix, c'est normal, vous vous équipez ce que vous n'avez pas prévu dans vos cotations. Moi, quand j'ai un exploitant qui vient me dire oui, mais tu veux que j'aille acheter une prise, mais moi, je perds de l'argent parce que je ne peux pas le facturer au client. J'ai dit, mais si le client il perd toute sa marchandise parce que tu n'as pas agi en bon père de famille, tu vas voir comment ça va. Peut-être tu ne vas pas être gagné sur l'opération, mais au moins, tu ne vas pas engager ta responsabilité. Donc ça, et vendez sur tout le périssage, tout ce qui est périssage, pardon, voilà, vraiment interrogez vos assureurs et vos courtiers, faites vraiment une étude ad valorem, faculté de vos risques marchandises. Il y a le dommage des risques d'exploitation, le client va dire j'ai perdu un marché, donc ça peut être contrôlable contractuellement, mais les risques sur la marchandise, vraiment la faculté, ne pas confondre les deux. Merci Lydia, je pense que c'est parfaitement. Merci Lydia. Et sur la question de l'absence de visite préventive et des conséquences sur l'assurabilité. Alors nous en tant que courtier, on est aussi là pour accompagner et anticiper ces situations-là. Alors depuis 70 ans en Afrique, on gère un certain nombre de crises. On est assez habitué à ça, les clients aussi. Des crises politiques liées à des événements, des élections, etc. Où d'ailleurs, on a là pour le coup dans les contrats violence politique de la PE sans dommage, si on est un hôtelier et qu'on n'a plus de clients ou si on est un exportateur de bananes et qu'on ne peut plus exporter parce que les ports sont bloqués pour raison de violence politique. Donc ça existe. Des crises économiques, on en connaît. Des crises sanitaires, on en a déjà connu avec Ebola. On en a une nouvelle. Le client est déjà pénalisé. On a des clients qui ont des baisses de chiffre d'affaires de plus de 70%. L'idée, c'est qu'il ne soit pas pénalisé deux fois. Donc, que ce ne soit pas opposable au client,
Donc, on anticipe ça, en effet, on négocie ça avec le marché pour voilà, pas les pénaliser, parce que c'est au moment du sinistre et potentiel qu'ils seront pénalisés. Donc, voilà, notamment sur les TRC, puisqu'on a beaucoup de chantiers en construction qui sont arrêtés à cause du Covid, parce que tout simplement, les experts qui viennent certifier les machines ou les portiques portuaires ne peuvent plus venir parce que c'est une marchandise qui vient du Japon et l'expert ne peut pas venir en Afrique. Donc là, on négocie des maintiens de garantie, sans visite évidemment, voire avec certains assureurs qui jouent le rôle du partenariat. Évidemment, on a des surprimes de prolongation, mais certains assureurs jouent le jeu et octroient des mois gratuits, au moins un mois de prolongation gratuite des polices TRC. Voilà. Très bien. J'ai envie de poser une dernière question à Étienne qui me permettra d'enchaîner sur la conclusion. Par rapport à la démonstration que tu as faite, Étienne, est-ce qu'on pourrait imaginer que les assurés, les risk managers, émettent des cas de bond spécifiques à la pandémie? Je pense que derrière ça, il y a un gros sujet qu'on voit très bien. Il y a une autre pandémie que tout le monde craint et dont on sait qu'elle viendra un jour immanquablement, c'est le côté cyber. Et donc, on peut penser que c'est la prochaine chose qui nous guette, en fait, d'une façon ou d'une autre. On a eu déjà quelques alertes de ce type. Pour être très court par rapport à ce que tu dis, on le voit très bien sur le cyber, la question qui est en jeu, c'est la modélisation. Et donc, ça veut dire qu'en fait, pour aller vers des montages qui sont des montages qui vont en finale vers les marchés financiers, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on a un discours qu'on peut tenir aux investisseurs avec une forme à peu près raisonnable de modélisation. Donc, la question qui est en jeu, c'est est-ce qu'on arrivera à partir finalement de ce qu'on a connu sur cette crise à avoir des éléments qui sont des éléments qui permettent encore une fois de construire ces modèles et que ça donne quelque chose qui à ce moment-là puisse être projeté et qui donne un aspect de rendement financier qui peut être prévu. Encore une fois, le tremblement de terre, pendant tout un temps, on disait c'est non. Et en fait, il ne s'est pas produit le big one. Mais néanmoins, on a réussi à en faire un certain nombre d'extractions pour arriver à le monétiser, si je puis dire. Très bien. Je crois que, Marc, si tu me permets, je vais conclure. Nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Je pense que je rebondirai sur une phrase de Lydia en prolongement de ce que vient de dire Étienne. On est tous des financiers, on est tous en train de devenir des financiers. Et de ce fait, quand j'écoute ce webinaire, j'ai envie de dire, ma conclusion, ça pourrait être de dire on peut analyser ça selon que l'on est optimiste ou pessimiste, avec le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, à moitié vide. Évidemment, il y a pas mal de sujets auxquels sont confrontés les risk managers par rapport à ces exclusions, par rapport à ces augmentations de primes, par rapport à ces événements parfois incontrôlables. Mais en même temps, si on regarde le verre à moitié plein, on se rend compte que nous avons affaire à un marché en pleine mutation. Je dirais que le Covid, comme dans beaucoup de domaines, est en train de révéler une évolution finalement qui se met en place progressivement sur le marché de l'assurance pour faire évoluer en fait les garanties, la façon de les garantir, la façon d'aborder l'analyse des risques. Et le risk manager est quand même au centre de tout cela. Et je crois qu'on va arriver vers un mouvement qu'on commence à percevoir futur. Et du reste, je pense que le prochain webinaire que nous ferons sur ce problème du marché africain, et de son évolution et de l'implication de l'émergence des captives va nous donner certains éclairages. Pour conclure, je voudrais remercier nos intervenants qui ont, comme d'habitude, été brillants et ont débattu, et je pense qu'ils auront répondu aux questions et aux attentes de nos participants. Je remercie également les participants qui sont restés nombreux à ce webinaire, puisque nous sommes restés en continu 45 participants, ce qui est quand même une belle performance, compte tenu que nous avions annoncé ce webinaire juste au début de la semaine. Donc, encore une fois, je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le troisième webinaire de cette série. Et nous terminerons ainsi la saison 1 des analyses de risque dans Je vous remercie à tous et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, même si elles seront un peu
original, on va dire, cette année. À bientôt, donc. Et encore une fois, merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir.